Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. Vers la baisse du prix du vivrier, des marchés de proximité construits dans plusieurs localités du pays. Celui de Karakoro, dans la région du Poro, est désormais ouvert. Le ministre Fidel Sarasoro, président du conseil régional, a procédé à l'inauguration, une opportunité pour les femmes de la région du Poro. C'est un soulagement pour les producteurs et sociétés coopératives. Le Conseil du coton et de l'anacarde trouve la solution au financement des activités de la filière. Le régulateur vient de mobiliser 30 milliards de francs CFA. Il a signé une convention avec 2 banques locales. On fera un peu de tourisme dans ce journal. Il y a aussi à côté des montagnes, des plages dans l'ouest du pays, des espaces entre les cascades et la végétation qui attire du monde, surtout les touristes étrangers. Il en existe une dizaine, entre autres, dans les départements de Man, Danane et Zouaounié. Les obsèques de l'artiste Amadou Bagayoko auront lieu demain dimanche. Le gouvernement malien y sera représenté ainsi que de nombreux artistes maliens. Le chanteur est décédé hier à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Un marché de proximité ouvert à Karakoro dans le département de Korogo. C'est le président du conseil régional du Poro, le ministre Fidel Sarasoro, qui a procédé à l'inauguration. Ce centre va accueillir les produits vivriers de la région, un espace qui va aussi faciliter les activités génératrices de revenus des femmes de cette localité. Ami Sissoko. Pour garantir la sécurité alimentaire et soutenir les producteurs, le gouvernement ivoirien a lancé la construction et l'équipement de 40 marchés de proximité. Ce projet vise également à réduire les pertes post-récolte estimées entre 30 et 40%. Celui de la région du Poro à Karakoro, dans le département de Korogo, est mis en service par le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro. À travers ses élus, la population a exprimé sa satisfaction pour cette initiative. L'occasion qui nous est offerte est heureuse. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement du gouvernement à construire des marchés de proximité visant l'amélioration des conditions de vie des ménages. Grâce à cet espace moderne et organisé, nous pourrons désormais mieux écouler nos productions, réduire les pertes post-récolte et assurer un accès direct aux consommateurs et aux commerçants. Les marchés de proximité jouent un rôle stratégique en régulant le lien entre production et consommation. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV, en charge du projet, souligne que ces marchés assureront la disponibilité continue de produits à des prix abordables. Grâce au système informatique interconnecté, les marchés de proximité pourront échanger des informations sur les disponibilités et les prix en temps réel. Avec un investissement de 6,2 milliards de francs CFA pour les 40 premiers marchés, le projet prévoit à terme la construction de 155 marchés sur l'étendue du territoire. Le ministre Fidel Sarasoro, représentant le Premier ministre Robert Begremambé, a encouragé les bénéficiaires à s'approprier ces espaces. La vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, est d'avoir une population bien nourrie, en bonne santé, travailleuse, prospère et solidaire. C'est dans cette optique qu'il a entrepris des réformes et engagé des actions de modernisation dans les différents domaines de l'économie ivoirienne. Pour faciliter donc le fonctionnement du marché de Karakoro, le ministre Fidel Sarasoro a également remis 2 véhicules de 5 tonnes, 3 tricycles et 2 motos. Prochaine étape, l'inauguration des marchés de Gengreni et de Ferké. C'est une problématique sociale qu'il aborde dans une approche scientifique. Il évoque l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans les campagnes électorales, la mobilisation citoyenne et les mutations médiatiques. Technologies socio-numériques en Côte d'Ivoire, forme d'engagement politique et médiatique. L'auteur est l'invité de la page culture ce soir. Bonsoir, professeur Taïro Kone. Bonsoir, docteur Kolo. Vous êtes maître de conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, enseignant-chercheur. C'est un ouvrage d'actualité. Tout à fait, c'est un ouvrage d'actualité.
On aura l'occasion d'en parler tout de suite. Et je vais maintenant poursuivre avec l'actualité qui est dominée justement par cette grève dans le secteur éducation-formation. Voici le communiqué qui est lu par Serge Kouléa, un communiqué du ministère d'État, ministère de la fonction publique. Depuis le jeudi 3 avril 2025, un mouvement de grève illégal et inopportun a été déclenché par des organisations de syndicats dans le secteur de l'éducation-formation, nonobstant les négociations et discussions qui se déroulent entre le ministère en charge de la fonction publique et les organisations signataires de la trêve sociale. C'est le lieu de rappeler que depuis 2012, les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État ont toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. À titre d'illustration, lors de la première trêve sociale 2017-2022, ce sont plus de 1 500 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour l'amélioration du revenu des fonctionnaires à travers l'octroi ou la révalorisation d'indemnités, la bonification des grilles de rémunération et le paiement du stock des arriérés. À cela, il faut ajouter l'incidence des mesures issues de la deuxième trêve sociale 2022-2027 qui s'élève à plus de 1 200 milliards de francs CFA. Au total, depuis 2012, l'État a consacré plus de 2 700 milliards de francs CFA à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, des acquis qui dépassent les attentes et demandes exprimées par les organisations syndicales. Les droits et avantages importants accordés par le gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République sont les améliorations les plus importantes que les fonctionnaires et agents de l'État ont obtenues depuis plus de 40 ans. Au-delà de ces gains matériels et financiers considérables, y compris l'application des effets financiers des avancements tous les 2 ans depuis 2014 acquis à tous les fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a mis en place un mécanisme permanent de dialogue social avec les organisations syndicales en vue de toujours discuter dans un cadre apaisé et responsable. C'est le sens de la trêve sociale qui permet d'apaiser l'environnement social et garantir un service public de meilleure qualité. C'est dans ce contexte et en dépit des bonnes dispositions du gouvernement, de la médiation des personnes volontaires et d'institutions telles que le Conseil national des droits de l'homme, que réclamant une prime d'incitation pour les enseignants, l'IS-MENA et l'IS-MET-FPA ont décidé unilatéralement de rompre le dialogue et d'ouvrir un front social à travers des grèves en violation de la loi, du protocole portant trêve sociale et des principes mêmes qui gouvernent les négociations syndicales. Ces organisations annoncent même sur les réseaux sociaux la poursuite de cet arrêt de travail à compter du lundi 7 avril 2025. Le gouvernement tient à féliciter les fonctionnaires qui ne se sont pas associés à cette tentative de prise en otage de l'école et partant de l'avenir de nos enfants en confisquant et compromettant leur droit fondamental à avoir une éducation de qualité. Aussi, le gouvernement lance-t-il un ultime appel à la raison, au sens de la responsabilité et au civisme des instigateurs de ces mots d'ordre, ainsi qu'aux personnes qui y défèrent, afin de revenir à la table des négociations et de cesser de sacrifier l'avenir des générations futures sur l'autel de leurs intérêts et quêtes personnelles. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les parents d'élèves et les élèves que toutes les dispositions seront prises pour conduire l'année scolaire 2024-2025 à son terme et garantir l'organisation paisible des examens de fin d'année. En conséquence, tout enseignant qui ne sera pas à son poste de travail à compter du lundi 7 avril 2025 à 7h00 sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. En application des dispositions de l'article 101 du dit statut général qui donne compétence universelle au ministre en charge de la fonction publique en matière disciplinaire, une procédure spéciale sera mise en œuvre en vue de sanctionner tous les contrevenants aux obligations qui pèsent sur le fonctionnaire, notamment l'obligation d'assurer
avec loyauté le service public. Et la Côte d'Ivoire marque sa présence au Salon de l'alimentation du Royaume-Uni à Londres pour sa deuxième participation. Le pays a présenté son riche patrimoine agricole. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a mis en lumière les produits phares transformés. Michel Digré. La participation ivoirienne au Salon international de l'alimentation vise à mettre en avant la richesse et la diversité des produits du terroir. Le stand ivoirien a suscité un vif intérêt. Nous avons eu la chance de participer à cette foire qui a vu la chance de présenter nos savoir-faire en matière culinaire, nos produits phares, surtout que nous amorçons la transformation locale de nos produits locaux, notamment la noix de cajou et les fruits séchés. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni dresse le bilan de la présence ivoirienne à ce salon. La participation de la Côte d'Ivoire en cette année se distingue de celle des précédentes, en ce sens que nous avons eu véritablement un stand pour présenter le label Made in Côte d'Ivoire. Cette foire a été une occasion pour nous de mettre en lumière l'Atiéké, qui a été reconnu l'année dernière patrimoine culturel de l'UNESCO. Et nous avons assisté à des séances de dégustation du cacao et les participants n'ont vraiment pas boudé leur plaisir. Cette foire est une plateforme pour consolider les relations commerciales avec des acheteurs internationaux. Des contacts ont été établis afin d'explorer de nouvelles opportunités d'exportation vers le marché britannique et européen. Dans le marché international, la production, tous les opérateurs quasiment dans la noix de cajou ont des difficultés pour avoir des crédits suffisants. Le Conseil du coton et de l'anacarde trouve justement la solution. Le régulateur vient de mobiliser 30 milliards de francs CFA. Il a signé une convention avec 2 banques locales. On en parle avec l'ancien Bakayoko. De nombreux producteurs et transformateurs de noix de cajou font face à des difficultés pour obtenir des crédits, restreignant ainsi leur capacité d'investissement dans des infrastructures modernes et des technologies de transformation. Ces lignes de crédit cumulées de 30 milliards de francs CFA obtenues auprès des banques locales apparaissent donc comme une bouée de sauvetage pour les acteurs. C'est fondamental parce que ça va permettre de stabiliser les prix qui ont été fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire et évidemment pour aussi assurer l'approvisionnement de nos usines. Et nous espérons que les producteurs et les sociétés coopératives qui vont bénéficier de ces financements vont travailler avec beaucoup de rigueur, feront en sorte que les banques qui nous ont fait confiance puissent renouveler cette confiance. Cet engagement des banques en faveur du cajou est en phase avec les grandes priorités stratégiques du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut faire du secteur l'un des piliers de son projet industriel. Avec ce partenariat, nous n'aurons plus de mévente de nos produits. Nous aurons toujours des acheteurs sur le terrain pour enlever. Et c'est essentiellement pour cela que le gouvernement aussi a bien accédé à notre requête en nous mettant à disposition un fonds d'appui à la commercialisation. C'est un partenariat aujourd'hui qui est stratégique et qui est déterminant pour la durabilité de cette filière. Avec plus de 1,3 million de tonnes, l'anacarde représente aujourd'hui le deuxième produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur, derrière le cacao. La filière cajou compte plus d'une trentaine d'unités de transformation, d'une capacité de 400 000 tonnes de noix brutes. Et l'Ouest est également une région d'intense activité agricole. Les populations s'intéressent aussi aux questions budgétaires. Une formation tenue sur le budget citoyen à Danané et à Bangolo. Une explication simplifiée du budget de l'État avec les leaders communautaires et associations locales. Charles Tatou. Le budget de l'État est un instrument essentiel de mise en œuvre des politiques sociales et économiques du gouvernement. C'est pour permettre aux citoyens ivoiriens de s'imprégner du fonctionnement de cet outil que la Direction générale du budget et des finances initie des missions à l'intérieur du pays. La politique du gouvernement est basée sur deux grands principes, c'est la transparence et la redevabilité. On constate que de plus en plus, les populations sont imprégnées de ce que l'État travaille pour elles dans le domaine des infrastructures. Donc tout cela est palpable. Je crois que les populations sont grandement satisfaites. À la mairie de Danané, les populations sont formées sur le budget citoyen et la transparence budgétaire. Ici en Côte d'Ivoire, on se croit maintenant en Occident.
puisque tout ce que le gouvernement ivoirien fait aujourd'hui nous est présenté et nous savons aussi ce qui se passe en dessous. Et nous savons aussi, étant contribuables, où est-ce que notre argent rentre et où est-ce que ça va. Dans toutes les localités où les hommes de Séydou Traoré se sont rendus, les autorités administratives ont contribué à l'exhortation des populations quant à la diffusion des connaissances acquises et à la promotion du civisme fiscal. Des films animés et des sketchs sont aussi utilisés pour vulgariser les informations. À l'issue de chaque rencontre, les participants reçoivent chacun un exemplaire du budget citoyen afin de relayer l'information. On va rester dans l'Ouest pour voir un moment de détente et vous allez certainement aimer visiter ces endroits. La région du Tongpi, connue pour ses montagnes, offre aux visiteurs de quoi se rafraîchir, notamment des plages, eh bien oui, des espaces entre les cascades et la végétation. Les plages des montagnes attirent du monde, surtout les touristes étrangers. Il y en a à peu près une dizaine que l'on trouve entre autres dans les départements de Mans, Danané et Zouaounien. C'est un reportage de Didier Nguessan. Isonneux, village situé à une trentaine de kilomètres de Mans, dans le district des montagnes. Cet espace privatisé dévoile un relief typique de la région, les cascades. Pour mieux tirer profit de cette nature, des aménagements ont été réalisés afin d'offrir une expérience de détente aux visiteurs. Ce matin, notre guide nous fait la visite. Depuis la Guinée, le Go prend sa source. En passant par là, c'est la frontière naturelle entre le département de Mans et le département de Danané. Les atouts naturels de ce site ont également retenu l'attention du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire, pour le shooting des candidates. La quiétude de cette matinée ne va pas durer longtemps. Les premiers clients débarquent avec ce convoi scolaire en provenance de Diokwe. Comme eux, des touristes en quête de dépaysement prennent possession des lieux. Nattes, couchettes, boissons et repas froids, tout l'arsenal du pique-nique est réuni. Pendant que les uns se baignent dans les piscines naturelles formées dans la roche, les autres se livrent une bataille d'eau. Mais loin de cette agitation, les plus timides hument les frais des cascades. Le tourisme est un facteur important dans l'ouest montagneux avec les 18 montagnes. Et aussi, ce site touristique, on a la cascade de Mans que vous connaissez bien, et puis ce site qui nous émerveille. Chaque fois, il y a des passages, des personnes de différentes nationalités qui viennent visiter un peu. Et c'est un plaisir pour le tourisme chez nous ici en pays ouest et en pays d'An. Je trouve que ce cadre est magnifique, c'est très beau, ça me plaît bien. C'est un site, il est merveilleux, c'est la nature, il y a du bon vent naturel. Et tu vois le paysage, c'est beau. Quand tu es dans l'eau même bien glacée, tu te sens bien à l'aise. Vraiment, c'est un bon moment que je passe ici. Ces touristes français apprécient non sans lancer un appel à plus d'entretien. L'environnement est très sympathique. La rivière est très jolie avec les pierres et les rapides. La végétation tout autour, c'est frais, c'est agréable pour venir ici, pour se passer un peu de temps, pour se reposer. Après moi j'ai toujours une toute petite réserve, c'est les sachets plastiques qui traînent un peu sur les rochers. Je trouve ça très dommage. Pour cette journée, l'espace a reçu plus de 250 visiteurs, à raison de 200 francs l'entrée, sans compter la consommation et l'occupation des sous-bois privés. On dénombre une dizaine de plages dans le Grand Ouest. Dans la sous-préfecture de Danané, le village de Liepleu se découvre après un parcours éreintant sur la piste et une bonne dose de quête d'escapade. À Liepleu, le cours d'eau You fait le bonheur des tout-petits. Ici, point besoin de cours de natation. La baignade est innée. L'accès difficile au village est un handicap pour les visites touristiques. Par une personne, c'est 2000. C'est l'entretien seulement qu'on nous donne pour que les visiteurs viennent beaucoup. Pour rejoindre l'autre rive, ce pont de liane a été érigé par la population. Et juste à côté, le conseil régional du Tongpi a construit ce pont en béton. À Zouaounien, dans la sous-préfecture de Baneu, le village de Trogleux fait frontière avec le Libéria. D'ailleurs, le fleuve Nyon fait office de limite entre la Côte d'Ivoire et son voisin. Ces rochers entremêlés cachent des passages souterrains qui servent de cachette ou de couchette aux populations. Selon les villageois, malgré la montée des eaux en période de crue, il n'y a jamais eu de noyade. La surveillance étant assurée non pas par des maîtres nageurs,
mais par le 12e homme qui relève du monde invisible. Pendant les cérémonies, ils ont pour rôle de tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de la noyade, tout mettre en œuvre pour ne pas qu'on déplore un cas d'accident, éviter les palabres. C'est à ce niveau-là que nous leur tirons vraiment nos chapeaux depuis que la plage a commencé à être valorisée. Les cascades de la région du Tongpi offrent une expérience atypique de plage des montagnes qui reste un atout à explorer sur le plan touristique. Se détendre et bien se loger aussi. Un opérateur immobilier franchit une étape importante en Côte d'Ivoire et il veut renforcer son expertise dans le pays. Des réflexions pour proposer des logements durables et abordables. Patricia Omouetia. Disposé à accompagner le gouvernement ivoirien, l'opérateur immobilier français Enwood franchit une étape décisive dans le cadre de son expansion stratégique en Afrique. Ce rapprochement vise à optimiser les synergies et renforcer son expertise dans les constructions de logements durables et abordables en Afrique de l'Ouest. Cette intégration avec nous a été motivée par une volonté profonde de rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle nous a toujours donné en s'associant à un acteur majeur et en positionnant l'industrie des services en immobilier comme étant une industrie à part entière sur le marché immobilier. On est prêt à accompagner nos clients sur tous les besoins immobiliers. On va continuer à essayer de structurer le marché immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on a comme ambition de continuer à développer sur d'autres pays. Le directeur général de cette entreprise française a encouragé les équipes impliquées dans ce partenariat et a souligné l'impact positif de cette opération sur le marché ivoirien. Avec un positionnement renforcé et une vision axée sur l'innovation, Enwood et HA Property entendent façonner l'avenir du marché immobilier en Côte d'Ivoire. Le ministre Adié Silas Mech a entamé récemment une campagne de sensibilisation pour des élections sans violence dans les régions des Grands Ponts. Il a multiplié les rencontres avec les différentes populations de ces localités. À Dabou, il a appelé les jeunes à la non-violence. Abou Sanogo. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, cadre du RHDP, Adié Silas Mech en campagne de sensibilisation des populations pour des élections sans violence dans le Léboutou. Après ses rencontres avec les populations des Grands Ponts, il était avec les responsables de jeunesse des quartiers et villages de Dabou. Objectif, les sensibiliser sur la nécessité de préserver un climat de paix dans leur localité. Je note avec satisfaction que les jeunes ont pris l'engagement de veiller à ce que les élections de cette année se passent dans la tranquillité. J'ai tenu à les encourager au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara et les exhorter à renforcer cet engagement de manière ferme, de sorte à ne pas céder à la manipulation. J'ai décidé de les accompagner, de les encourager et de veiller à ce qu'ils puissent être utiles à eux-mêmes, les responsabiliser. Et c'est la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. En retour, les jeunes de Dabou se sont engagés à préserver la paix dans leur localité. Nous sommes venus pour nous mettre en mission. Soyez rassurés, 2025 à Dabou, zéro tout. Après les jeunes de Dabou, Adié Silas Mech compte aller à la rencontre des associations féminines et des guides religieux de Dabou. Dans l'actualité politique ce soir, l'Union des enseignants du RHDP de Treichville s'est réunie ce samedi. Une rentrée politique marquée par l'analyse de l'actualité. L'organisation appelle ses membres à ne pas participer à la grève lancée par les syndicats du secteur éducation-formation. Ahmed Traoré. La victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025 commence dès maintenant. C'est autour de ce slogan que s'est tenue la rentrée politique de l'Union des enseignants du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix de la commune de Treichville. Comment comprendre cette ingratitude qui est manifestée aujourd'hui au niveau de la communauté éducative vis-à-vis de son Excellence Alassane Ouattara? Que n'a-t-il pas fait pour l'école ivoirienne? Que n'a-t-il pas fait pour les fonctionnaires ivoiriens? Au lieu de songer à organiser une journée d'hommage à son honneur pour lui témoigner notre reconnaissance, notre gratitude, on veut perturber l'école. François Amicha, maire de la commune de Treichville, lui-même enseignant, revient sur les acquis du RHDP. Rappelez-vous les opérations coups de balai qu'on faisait, parce que Abidjan, la perle des lagunes était devenue la perle des ordures. Aujourd'hui, est-il besoin d'organiser
des opérations coups de balai ou des opérations... Parce qu'au quotidien, le travail se fait. Rappelez-vous, les longues files d'attente devant les bus, parce qu'on n'avait que 200 bus qui pouvaient circuler. Aujourd'hui, on en a combien? Plus de 2000, 3000. On parle maintenant du train urbain qui va venir. On parle du BRT. Mais c'est toujours en Côte d'Ivoire. Pour Amadou Koulibaly, cadre du parti, par ailleurs invité spécial de la cérémonie, le président Alassane Ouattara a une vision pour l'école ivoirienne. La vision du président Ouattara pour l'école ne date pas d'aujourd'hui. C'est tous les avantages qui ont été acquis par l'ensemble des travailleurs, certes, mais par les enseignants en particulier. Avantages qui ont été obtenus sans grève. Le président Ouattara, en toute responsabilité, parce que l'État est une continuité, a débloqué les salaires alors qu'on avait des avancements sans effet financier sous un autre régime. S'il y a une chose que je peux vous dire, ne faites pas de chantage au président Ouattara. Les cadres du RHDP, présents au rendez-vous de Treichville, ont demandé aux militants de se tenir prêts pour le congrès du parti qui se tiendra bientôt. Notre parti sur le terrain, l'ex-secrétaire général du FPI, Isiaka Sangaré, à la tête du courant Démocratie et Valeurs, a organisé ce samedi un meeting dans la commune d'Abobo. Il réaffirme son engagement et celui d'autres militants en faveur du partenariat avec le RHDP. Khalid Diomandé. Alors que le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a clamé la rupture du partenariat avec le RHDP en septembre 2024, l'ex-secrétaire général du parti, Isiaka Sangaré, est lui sur le terrain pour raviver l'alliance. D'où vient-il que, dès lors que Affi-N'Guessan a perdu au niveau du Moronou, donc du conseil régional, il a subitement pris une décision nouvelle, sortir à tout prix du partenariat. Nous avons dit clairement non. À ce meeting qu'il tient à Bobo, en sa qualité de président du FPI, courant Démocratie et Valeurs, il affirme son engagement pour la continuité du partenariat RHDP-FPI. Le courant Démocratie et Valeurs reste attaché au partenariat et nous demandons son renforcement. Nous pensons qu'il est important que le président Ouattara, qui a eu un bilan plutôt important et je dirais positif pour la Côte d'Ivoire, s'il lui était loisible, de par la volonté des militants de son parti d'être candidat, cette candidature devrait pouvoir s'exprimer. Nous estimons que dans ce partenariat, nous avons beaucoup gagné. Le FPI a beaucoup gagné. Le FPI a eu 15 adjoints au maire, 5 vice-présidents du conseil régional, avec beaucoup de conseillers municipaux et conseillers régionaux. Je lance un appel à tous les militants du Front populaire ivoirien de prendre au sérieux le partenariat. Le FPI, courant Démocratie et Valeurs, indique qu'il maintiendra son partenariat avec le RHDP jusqu'en octobre 2025. La convention du PDCI-RDA va se tenir le 16 avril. Elle sera éclatée dans 45 villes du pays et la diaspora. La rencontre va désigner le candidat du parti à la présidentielle d'octobre. C'est ce qu'a décidé le bureau politique tenu ce samedi à Yamoussoukro. Réunion en l'absence du président du parti. Un reportage de Sidonie Davila et Vao Richard à suivre donc dans nos prochaines éditions. Et puis dans le reste de l'actualité, les obsèques de l'artiste Amadou Bagayoko auront lieu demain dimanche 6 avril. Le gouvernement malien y sera représenté, ainsi que de nombreux artistes maliens. Manu Chao, qui a produit l'album iconique Dimanche à Bamako, a fait part de son infinie tristesse sur les réseaux sociaux. Le chanteur malien est décédé hier à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Époux de la chanteuse Mariam Doumbia, le duo s'est imposé sur la scène internationale après un long début de carrière en Afrique, d'abord avec la chanson Mon amour, ma chérie en 1998, puis en 2004 avec l'album Dimanche à Bamako. Voici maintenant la page culture.
Du 28 au 31 mai se tiendra la 9e édition du LF Festival d'Adiaké. Les organisateurs ont réuni la presse pour annoncer l'événement et dévoiler les grandes articulations. Un reportage de Mahama Traoré, Lamine Dramé. Des milliers de festivaliers attendus pour cette 9e édition du LF Festival d'Adiaké. Elle aura lieu du 28 au 31 mai prochain. Pas de grandes innovations cette année, mais LF Festival entend garder son aspect attractif avec des concerts géants, des compétitions de sport nautique, des panels et des conférences sur le thème cohésion sociale et développement durable. Il s'agit pour nous, le cadre de ce festival, qui va drainer du monde venu d'ailleurs et avec ceux ici présents, de nous rappeler qu'il faut travailler à consolider la paix et la cohésion sociale entre les populations. Le volet de développement durable, il s'agit de développer, d'améliorer les conditions de vie en préservant des ressources pour le futur. Et Adiaké est une zone lagunaire, un peu maritime, dont les enjeux de durabilité sont importants. Il s'agit à travers des panels ici d'en parler pour juste se faire un rappel et se donner de bonnes attitudes à la matière. La danse Goli en prestation à cette cérémonie de lancement, illustration de ce que les peuples du Grand Centre sont les invités d'honneur de ce LF Festival 2025. Après 8 éditions, les organisateurs se réjouissent d'avoir atteint l'objectif de promouvoir la culture du terroir dans le but d'impacter l'économie locale à Adiaké. Aujourd'hui, à Adiaké, vous avez davantage d'infrastructures hôtelières, vous avez davantage de terrains mis en valeur, vous avez une vie, une économie locale qui a pris de l'ampleur. C'est un peu grâce à LF Festival. Cette 9e édition du LF Festival d'Adiaké va aussi générer des actions sociales. Il est ainsi prévu la réhabilitation et l'équipement de la salle de maternité du village communal de Kakoukro. On retrouve maintenant l'invité de la page culture, professeur Tahirou Koné, auteur de l'œuvre Technologie socio-numérique en Côte d'Ivoire, forme d'engagement politique et médiatique, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Professeur, c'est un sujet vraiment d'actualité, mais comment expliquez-vous ces formes d'engagement sur les réseaux sociaux numériques? Merci, Dr Kolo Koulibaly. Alors, l'idée de produire donc cet ouvrage nous est donc arrivée après donc le constat qu'il y avait de plus en plus de formes d'engagement via donc les technologies numériques. Dans ce livre, nous avons identifié principalement 2 formes d'engagement donc via ces technologies, des engagements politiques et des engagements médiatiques. Par engagement politique, nous entendons les formes d'engagement qui ont utilisé Internet d'abord de façon générale et de façon spécifique les réseaux sociaux numériques dans les campagnes électorales. Cet ouvrage s'appuie essentiellement sur la campagne électorale de 2010 en Côte d'Ivoire ainsi que la campagne électorale présidentielle s'entend de 2015. À travers donc ces formes d'engagement, nous avons pu noter que durant les campagnes électorales, les hommes politiques, les équipes de ces hommes politiques, durant donc leur campagne de mobilisation, ont utilisé les réseaux sociaux numériques pour porter le message donc, en direction des citoyens. D'accord, alors on va regarder ce que Didier Nguesson nous dit justement sur cet ouvrage et on se retrouve juste après. Les interactions sociales sont bouleversées avec le numérique. Les réseaux sociaux sociologiques d'antan ont trouvé leur équivalent, les réseaux sociaux numériques. Ceux-ci multiplient aussi bien l'audience que les rapports sociaux. L'ouvrage « Technologie socio-numérique en Côte d'Ivoire, forme d'engagement politique et médiatique » revisite cette irruption d'Internet avec pour effet la transformation digitale de la société. Le numérique, comme outil d'expression, est utilisé à volonté par les internautes. L'auteur Tahirou Koné passe en revue l'usage des TIC dans l'arène politique et médiatique. Sur le dernier point, la RTI est au banc des accusés, avec des procès à charge de certains internautes recensés par l'enseignant-chercheur. Entre rumeurs, spéculations et même fake news, le digital est à certains égards un panier à crabes qui implique une régulation et même une autorégulation. Pour autant, l'open data est, selon l'auteur, un outil qui favorise l'engagement citoyen. De l'usage du numérique pendant les campagnes électorales à son recours par les professionnels de l'information, les TIC se sont imposés dans le quotidien, rendant désuètes les pratiques sociales et redéfinissant certaines professions, quitte à éclabousser ceux qui rechignent à les adopter. Dans l'engagement politique, on y voit très certainement, vous l'avez dit, par rapport aux élections présidentielles 2010-2015, une sorte de renforcement de la démocratie et ce que vous avez appelé le concept de la citoyenneté numérique.
Oui, la citoyenneté numérique concerne surtout la capacité donc, des citoyens à participer activement donc, sur les différentes plateformes socio-numériques à la vie politique. Ces formes d'engagement, notamment, se sont donc retrouvées avec la société civile qui a organisé des formes d'observance dans la transparence et la crédibilité du processus électoral. On a également, au niveau de la jeunesse, des formes également d'engagement qui ont pu éviter des formes de violence. Donc, leur engagement a favorisé des attitudes citoyennes qui ont donc implicitement donc apporté des comportements de non-violence dans leur engagement, donc dans la participation citoyenne à la vie politique. Et dans cet engagement, puisque la parole donc, est libérée, il y a une libre circulation de l'information sur l'espace numérique, mais en même temps, attention aux fake news. Vous avez parfaitement raison, Dr Kolo Coulibaly. Il y a cette grande promesse de démocratisation de l'information, de circulation de l'information qui briserait donc les barrières. À côté, il y a certains risques associés. Il y a des menaces identifiées clairement à l'ère du digital et j'en parle également dans l'ouvrage. Mais justement, finalement, l'une des questions par rapport à tout ceci, puisqu'il s'agit de circulation d'informations, il s'agit d'un dispositif finalement public, donc la question de la régulation aussi se pose. Absolument. La question de la régulation se pose dans ce sens que c'est une liberté et vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs années, je dirais même des siècles, pour conquérir la liberté d'expression, la liberté de parole. Mais cette liberté est encadrée. La liberté d'expression ne signifie pas la liberté de faire n'importe quoi. La liberté de mal se comporter et de tenir des propos qui ne vont pas dans le sens de renforcer la cohésion. Alors, ce que nous avons pu noter, c'est qu'on est jaloux de cette liberté. Il faut la protéger, la défendre absolument. Mais pour mieux protéger, pour mieux défendre cette liberté, il faut se conformer aux règles, donc à la réglementation qui est en vigueur. Et justement, il y a une loi sur la presse qui encadre un peu l'activité justement sur le digital. En matière d'engagement médiatique, qu'est-ce que vous avez noté sur la mutation depuis ces dernières années? Oui, nous notons que de plus en plus, on assiste à une forme d'adaptation, je dirais même de mutation des médias traditionnels vers le numérique. Ces médias ont compris que dans la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, qui est bouleversée notamment par l'essor du numérique, il fallait s'adapter ou disparaître. Donc ces médias se sont adaptés en renforçant les capacités des journalistes pour comprendre que le traitement, d'abord la collecte, le traitement, ensuite la diffusion de l'information pouvait obéir à certaines règles. Ces règles sont notamment aujourd'hui un peu bousculées par la rapidité, la vitesse du numérique. Or, on ne doit pas forcément suivre cette vitesse du numérique. Il faut pouvoir garder, même dans la mutation avec aujourd'hui les médias numériques, certaines règles éthiques et déontologiques qui fondent le fonctionnement du journaliste professionnel. Et dans cette mutation, évidemment, dans l'ouvrage, vous avez cité des exemples de réussite, de mutations comme la RTI, dont parlait Didier Nguessan dans cet ouvrage. Oui, qui a commencé depuis plus de 10 ans maintenant, cette mutation. Effectivement, dans les enquêtes que nous avons pu mener dans la rédaction de cet ouvrage, nous avons pu noter, heureusement d'ailleurs, qu'avec RTI Info, il y avait, en plus de l'instantanéité de l'information, pour suivre l'information de façon instantanée, cette volonté de vérifier d'abord les informations, les sources de l'information avant leur diffusion. L'une des grandes menaces aujourd'hui à l'ère du digital, en ce qui concerne le traitement et la diffusion de l'information, c'est le risque dans la volonté de donner rapidement, d'avoir l'exclusivité, la course à l'audience, au scoop, qui peut impacter durablement la crédibilité ou bien l'intégrité même de l'information. Finalement, puisqu'on en parle, et pour terminer sur la question, quelles sont les bonnes pratiques de tous les usagers, évidemment, sur l'espace numérique? Les bonnes pratiques, il y en a plusieurs. D'abord, il faut noter que notre pays est en plein essor dans l'adoption du numérique, dans l'appropriation du numérique. On a environ aujourd'hui près de 45 à 50% d'utilisateurs d'Internet. On est à environ 23, 24, 25% d'utilisateurs des médias sociaux. C'est déjà important. C'est vrai qu'il y a encore des chantiers importants, des chantiers énormes encore on doit travailler sur ces chantiers. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a noté qu'au niveau de la recherche, au niveau des acteurs civils, des acteurs médiatiques, des acteurs politiques, il y a des initiatives qui visent à sensibiliser sur les bonnes pratiques. C'est à encourager. Vous avez d'ailleurs sur l'écran même en ligne Tous Responsables, qui est une campagne qui vise également à sensibiliser aux bonnes pratiques sur donc, ces plateformes. Je voudrais donc ajouter que ce livre est une contribution donc, à
développer davantage ces bonnes pratiques sur les plateformes. Également, au niveau de la recherche, d'ailleurs, je profite pour dire que vous-même également, Dr Kolo Coulibaly, vous êtes l'auteur d'une brillante thèse sur le traitement et la diffusion de l'information à l'ère des réseaux sociaux numériques. Ce sont des initiatives à encourager. Il faut certainement intensifier ces actions, je dirais même extensifier à toutes les localités, parce que nous pensons que la sensibilisation, l'éducation à ces médias, surtout le développement, le renforcement des compétences numériques devait nous amener à avoir de bonnes pratiques. C'est pour cela, pour terminer, je voudrais partager avec vous, Dr Kolo Coulibaly, ma vision qui est contenue dans ce livre, qui est que sur ces plateformes socio-numériques, on peut débattre sans être obligé de se battre. On peut discuter sans forcément se disputer. Un ouvrage très intéressant, évidemment. Donc, professeur, merci beaucoup. Merci, professeur Taïro, qu'on est invité de la page culture, auteur de l'œuvre Technologie socio-numérique en Côte d'Ivoire, forme d'engagement politique et médiatique, voilà, qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand l'arbre donne des fleurs, elle honore ainsi ses racines. Dieu le voulant, on se retrouve demain.